bonjour à nos auditeurs et nos éditrices. Bonjour, rendez-vous du dimanche à 15h30 sur Refocus avec une thématique aujourd'hui qui me tient particulièrement à cœur. Donc, ce sera le vitiligo. Vitiligo positif, on l'a intitulé comme cela parce qu'on aimerait vraiment, avec cette émission, vous faire découvrir la maladie, mais également apporter des solutions, des petites astuces et vraiment un gros plan de positivité aux personnes qui en souffrent. Et donc aujourd'hui, on a vraiment la chance d'accueillir Géraldine, qui est du Congo-Brazzaville, au Kandja du Congo, et qui est vraiment une amie de qualité. Pourquoi? Parce qu'elle a osé aujourd'hui aborder ce sujet avec nous, et nous sommes vraiment très très heureuses, Linda et moi, de l'accueillir aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour Géraldine. On est là aussi, hein, c'est la même personne. Bonjour. Bonjour les filles. Bonjour. Je suis très ravie en tout cas de rejoindre votre émission et de partager avec vous. Je suis Ornella Géraldine Tinga, de nationalité congolaise, du Congo-Brazzaville, et je suis chrétienne, j'ai 36 ans, célibataire et mère d'une jeune fille de 20 ans. Wow. Agent municipal. Oui. Agent municipal, et je suis comptable de profession. Ouh là là, on en a deux là. Hein? Ouh là là. En tout cas, enchantée Géraldine et merci de prendre de ton temps pour pour répondre à nos questions et puis surtout pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui à la radio. Je pense qu'on en a peut-être pas mal aussi et celles qui sont sur le réseau social. N'hésitez pas à poser vos questions, elle aura le plaisir, j'espère, d'y répondre. Moi, j'ai plein de questions déjà, mais je vais d'abord vous laisser commencer toutes les deux parce que comme nos auditrices le savent par rapport à la communication que nous avons faite, on va parler aujourd'hui donc de vitiligo positif, comme tu disais, Perle, et que effectivement c'est quelque chose que vous avez en commun, mais pas que. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans le thème d'aujourd'hui, c'est que vous n'en faites pas justement une espèce d'étiquette. C'est pas comme ça que vous définissez. Et au-delà du fait qu'il y ait effectivement des situations pas faciles à vivre au quotidien depuis quelques années, vous avez réussi à trouver une espèce de force en vous là, des lianes qui aujourd'hui, vous avez réussi pas à faire sans, mais à faire avec et à avancer malgré tout au quotidien. Donc moi j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur vous, Ornella Géraldine Tinga. Okay. Avant de commencer, juste pour ceux et celles qui nous écoutent qui ne savent pas ce que c'est le vitiligo, un petit rappel un peu ce que c'est. Donc c'est une maladie de peau qui touche une bonne partie, je crois qu'on 2 ou 3% de la population mondiale, donc à l'échelle du monde, ça fait beaucoup de personnes. Alors, oui. Et donc le principe, c'est que cette maladie, elle cause une perte de mélanine, ce qui fait que la peau blanchit du fait d'une perte de pigmentation en fait. Donc des personnes qui sont blanches, effectivement leur peau devient plus blanche, et pour celles qui sont noires, leur peau blanchit au fil des années. Pour certaines, il y en a qui ça prend des années, d'autres ça prennent un peu moins de temps. Tout dépend un peu de l'évolution de la maladie. Donc voilà, c'est une maladie orpheline pour laquelle il n'existe actuellement aucun traitement pour l'instant. Il y a quelques traitements expérimentaux qui sont plus ou moins testés en Europe évidemment la plupart du temps, mais qui pour l'instant ne sont pas totalement satisfaisants pour à une guérison totale. Voilà, pour un peu planter un peu le décor au niveau de la maladie pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc je laisse un peu Géraldine nous raconter un peu son histoire avec vitiligo, comment ça a commencé, ce qu'elle peut nous dire par rapport à son parcours par rapport au vitiligo. D'accord, s'agissant de mon histoire, d'après mes parents, donc ayant pas d'abord vécu avec eux, ils se sont divorcés rapidement et j'ai pas vraiment vécu avec les deux. Quelque temps, j'ai connu la mort de ma mère, elle est décédée à l'âge j'avais 8 ans. J'ai perdu ma mère à 8 ans et je suis restée vivre avec mes grands-parents. J'ai vécu avec mes grands-parents. D'après ma défunte grand-mère, paix à son âme, qui m'a beaucoup aimée, m'a donné de l'attention. Une fois, elle m'a raconté en me disant qu'elle me débarbouillait. Elle avait une petite tache au niveau de ma partie génitale. Elle a demandé à sa fille qu'est-ce que c'était et elle a répondu que c'était rien de grave, c'était juste une tache de naissance. Et au fur et à mesure,
mesure que je prenais de l'âge, ça prenait de l'ampleur, ça prenait de l'ampleur. Voilà. En fait, c'est tout ce que je peux dire. Hein. D'accord. Donc, le bébé, par rapport à l'histoire quoi, qui m'a été racontée. Étant enfant, les détails, je ne pouvais pas l'avoir. Parce que les deux parents étaient séparés, en fait. D'accord. Et c'était à peu près à quel âge, du coup? Enfin, bébé ou enfin... Quand les parents se sont séparés. Non, quand la première tâche évoquée par la grand-mère. J'étais bébé. D'accord. J'étais vraiment... Oui. Et c'est vers... 6 mois et 8 mois. D'accord. 6 mois et 8 mois. Oui. Et c'est vers quel âge, du coup, que vous avez pris conscience qu'il y avait ces tâches-là qui étaient beaucoup plus visibles, du coup, dans les parties plus visibles, justement, par d'autres personnes? C'était vers quel âge à peu près? 8 ans. 7 ans, 8 ans. J'en avais maintenant au niveau des extrémités. Les extrémités des coudes, des genoux, des pieds, les mains. Oui. D'accord. Excellent. Ça nous fait un peu comme moi, c'est vers 8 ans à peu près que l'étude a commencé chez ma mère. J'ai passé 8 ans. Une petite tâche au niveau de ma partie génitale. Bon, c'est ce que m'a été raconté par ma défunte grand-mère. D'accord. Et du coup, c'est vrai qu'à 8 ans, c'est très jeune. À 8 ans, on est encore au primaire. Même, oui, c'est ça, c'est le primaire. Est-ce qu'on a déjà conscience à cet âge-là qu'il y a quelque chose de différent en nous? Enfin, ça va pour toutes les deux, hein, à la limite. Parce que c'est vrai que ce sont souvent les adultes, avec leur regard, qui peuvent faire sentir à l'enfant qu'on est à 8 ans qu'il y a quelque chose qui est différent. Mais est-ce que soi-même, vous avez le souvenir, vous toutes les deux, qu'il y a eu un changement sur vous? Moi, en ce qui me concerne, ça a commencé à 8 ans, en petite tache blanche à la cheville. Et c'est vrai que, bon, après, c'était un peu compliqué parce que mes parents ont fait suivre un traitement qui s'est avéré par un médecin qui n'était pas très au point, très compétent, on va dire ça comme ça, et donc qui a accéléré en fait la pigmentation. Donc en 6 mois, je suis devenue toute blanche. Ça a duré vraiment très peu de temps. Et c'est vrai que quand on est petit, on ne s'en rend pas compte. On joue, on s'amuse avec les copains, les copines, et finalement, quand tu le disais, l'adulte, le regard de l'autre pose sur nous, on se rend compte qu'on est différent, quelque chose de différent. Et puis forcément, les parents, c'est difficile. Vous avez eu un enfant noir qui était un tout blanc. Forcément, il y a des choses qui font qu'on te rappelle, alors, mais non, mais tu t'en traitement, prends ton médicament, ça va aller. Enfin, il y a ce côté un peu, pas quand on perd son enfance, mais on te rappelle, on dit, attention, il faut commencer à faire attention à toi, à ta santé, parce que c'est préoccupant, sans que ce soit une sorte de dramatique, enfin, c'est pas une maladie qui tue, hein, enfin, on va rester relatif, entre guillemets, mais c'est vrai que ça peut être un choc pour l'entourage et au quotidien, parce que les autres te regardent, parce que les autres te montrent du doigt, voilà, c'est peut-être des moments un peu comme ça où on se rappelle, mais en fait, oui, il y a une différence en nous, mais sinon, on est enfant, quoi, voilà, après, on garde quand même notre âme d'enfant, enfin, moi, pour ma part, c'est comme ça que je l'ai vécu. Voilà. Je sais pas si pour toi c'était un peu différent, c'est pareil. Bon, en tout cas, mon enfance, j'ai pas eu de problème à mon enfance. Et quand j'ai atteint un peu la maturité, genre 18 ans, donc à 16 ans, à 15 ans déjà, j'étais un peu gênée. Ça me dérangeait. J'avais des idées noires dans ma tête. Je disais, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis différente des autres? Pourquoi? J'ai eu ma fille très tôt, je l'ai eue à 16 ans. Je vais vous raconter une petite histoire. Le jour où j'ai accouché ma fille, Angélica, dès que j'ai accouché, j'ai demandé au médecin, vous pouvez me montrer l'enfant? Il y a une dame qui était là qui a dit pourquoi? J'ai dit non, je voulais juste voir comment est la couleur de la peau de ma fille. Elle est normale, j'ai dit non, montrez. Ils ont soulevé l'enfant. Quand j'ai regardé l'enfant, j'ai dit waouh, gloire à Dieu. Parce que pour moi, je me disais que l'enfant allait être albinos.
C'est ça que j'avais dans ma tête. Parce que cette maladie-là, c'est pas difficile, c'est pas facile à vivre. C'est vraiment difficile. Les regards des autres, c'est des moqueries, c'est pas facile. Mais en fait, c'est ce que quand je parle encore de courage et de force, c'est ça en fait, c'est que vous le dites avec un sourire, avec après le sourire peut peut-être cacher effectivement de grosses blessures derrière, mais si en plus moi je trouve ça très déjà courageux et très fort parce que vous avez accepté effectivement de témoigner aujourd'hui, on vous êtes écouté à la radio en direct et en plus vous êtes filmé, il y aura un replay. Moi je trouve ça déjà fort comme message parce que vous avez réussi effectivement à aller au-delà de ça. Bon, vous parliez de ça, vous aviez 15 ans, 16 ans à l'époque. Bon, il s'est passé quelques années depuis. Ça doit forcément peut-être qu'au quotidien, il y a peut-être encore des choses qui sont difficiles à vivre, mais j'imagine que c'est pas la même intensité, peut-être. Et moi, j'ai une autre question, je sais pas si Père, tu en as. Oui, mais je te laisse. Merci. Comme on dit chez nous, hein, moi je suis moins Nansuka, donc j'essaye de. Je suis la petite de la bande aujourd'hui. Donc... D'accord, tu peux tout faire ressortir, je suis prête, vas-y. Du coup, j'essaye de savoir comment ça se passe au Congo, parce que à l'époque, effectivement, quand Père y était, quand elle en parle, c'était il y a quelques années déjà, et les regards, en tout cas les informations sur le vitiligo étaient encore beaucoup moins véhiculées il y a 15-20 ans qu'aujourd'hui au Congo comme en France. Ici, les regards sont peut-être un peu plus différents, je ne sais pas, Père, tu confirmeras ou pas. Est-ce que du coup... Ah, bon. D'accord, bon, comme quoi. Est-ce que du coup, moi, en tout cas, moi, l'idée que je garde du Congo, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes qui face à la différence, on n'est pas forcément très ouvert comparé à certains pays d'Europe. Après, encore une fois, je prends ça avec des pincettes. Et je me noie dans ma longue question. C'est aujourd'hui, j'avais des amis, j'avais un socle d'amis. J'imagine que vous avez un socle d'amis. Comment ça se passe avec vos amis, avec vos collègues? Est-ce que c'est quelque chose qui vous rappelle au quotidien que vous avez cette maladie-là, ou c'est quelque chose qui est rentré dans la norme avec votre entourage proche? Des vrais amis, hein, parce qu'on connaît les faux amis là qui... Oui, fait semblant, tu as raison, vous avez raison. En tout cas, au quotidien, je vis normalement. Hein. J'ai été acceptée dans la société, je me suis intégrée facilement. C'est vrai qu'il y a des regards des autres qui me rongent parfois. En tout cas, quand je marche, il y a des regards qui me tuent, qui me rongent. Et quand je marche, je me dis non, ces regards-là ne doivent pas me déstabiliser. Je dois rester forte. Je dois penser à quelque chose qui me fait plaisir. Et c'est quoi cette chose-là? Je pense à ma fille. Je pense à ma fille, travail. Mais c'est plus à ma fille. C'est ça qui me fait plus plaisir. Je me dis, avec ma maladie aujourd'hui, je peux me marier. Parce que j'en vois ici. J'ai déjà rencontré 2 dames qui en souffrent. 2. Et elles sont mariées avec l'alliance à la main. Je me dis, pourquoi pas? En parenthèse, je me raconte encore une histoire que ma défunte grand-mère, quand elle restait parfois, elle me regardait et me disait, ah, si ma fille est toute noire, elle allait déjà épouser un ministre. J'ai dit, non, en état comme ça, je ne peux pas épouser un ministre. L'ex-première dame, Madame Lissouba, elle souffrait. Son mari n'était pas président. Il était. Ouais. Pourquoi cette négativité? Il dit non, je dois avancer. Ça ne doit pas me déstabiliser. Les regards, les gens ne doivent pas me déstabiliser. Je peux vivre normalement comme tout le monde. Il y a les hommes qui me draguent. Je couche avec les hommes. Ouais, ça allait être mon autre question, ça allait être mon autre question, mais je n'osais pas aborder le sujet parce que je savais pas comment l'amener.
Je viens de vous rencontrer et parler tout de suite. Je vous avais prévenu, hein, moi je suis un peu la faux folle du groupe, mais la bonne faux folle, la bonne folie. Comment ça se passe? Parce que vous êtes célibataire. Non mais attendez. Non mais je veux dire, attention, parce que l'avantage... Non mais après, vous pouvez répondre si vous voulez, mais l'avantage d'être célibataire, et coucou les femmes mariées, hein, je m'inclus, le côté un peu, vous savez, pas volage non plus, mais de se dire, voilà, si je veux aujourd'hui avec celui-là, je peux, si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Voilà, c'est bon, c'est important que les gens sachent que c'est pas parce qu'on est différent que tout est différent. Non, il y a une différence certes, mais vous avez donc plein de prétendants. Et avec ce que vous dites aujourd'hui à la radio, je suis sûre que ça va doubler, hein. Non, ça c'est ma partie, ça c'est ma vie. Ok, vous avez raison. Voilà, heureusement, parce qu'elle... Ouais, j'ai tenté, hein. J'ai tenté. Mais tu vas tomber, c'est très bien. Parce que les personnes qui ont les regards, ils jugent par rapport à l'apparence. C'est ça la nature de l'homme. Ils jugent par rapport à l'apparence. Mais quand ces regards-là, tu te dis au fond de toi, tout le monde me regarde. Est-ce que je veux réussir? Est-ce que je pourrais aller à l'école? Est-ce que je peux faire tout ce que les autres font? C'est ça en fait. Et ça crée un focus dans ta tête. Ouais. Là tu dis, là tu lèves les bras quoi. C'est ça qui te tue. Tu te tues toi-même en fait. Voilà. Totalement, et je me rejoins totalement dans ce que tu dis, c'est que à un moment donné, le regard de l'autre devient, en fait, tu marches, tu as l'impression que tu n'es que ça. Enfin, moi, ça fait des années, à vraiment te dire, à coup de vitiligo, mais est-ce qu'un jour, j'arriverai à faire ce que j'ai envie de faire? Et pendant longtemps aussi, moi, ça m'avait bloqué par rapport au blog. Donc, tout ça, je rappelle que j'ai un blog mode. Et c'est vrai qu'en général, le but d'avoir un blog, c'est de prendre des photos, de se montrer. Et pendant longtemps, je me disais, mais je n'ai pas osé faire ça, me montrer comment je vais faire pour assumer déjà de prendre des photos, de prendre des poses, déjà, et puis en plus, des publics sur les réseaux sociaux, sur Internet, voilà. J'ai beaucoup d'a priori. Et comme tu dis, voilà, à un moment donné, c'est se dire, il faut y aller et puis arrêter de se bloquer et puis arrêter de se dire que ce que les autres nous renvoient, on n'est que cela. C'est un peu ça. Je voudrais juste revenir sur ce que disait Linda tout à l'heure concernant le Congo. Est-ce qu'il y a un sentiment qu'il y a un silence par rapport au vitiligo? Est-ce qu'on n'en parle pas? Est-ce qu'il manque quelque chose en termes de communication, d'explication, dans la manière générale au Congo? Oui. Au niveau du Congo-Brazzaville, on n'en parle pas vraiment sur le vitiligo. Parce que ici, c'est encore un tabou. Ça va dans le sens de la sorcellerie. On dit que c'est le Mwanza. Au XXIe siècle. Le charlatan en profite. On s'est soigné, ça va aller. Trop de choses au Congo ici. Et ça, c'est ce qu'on doit éviter. Ce qu'il y a à faire, sensibiliser, faire asseoir toutes ces personnes qui sont atteintes du vitiligo, en parler, informer, en leur dire que c'est pas le Mwanja, c'est pas ça, c'est ça, c'est une maladie de peau, une manque de mélanine, c'est ça qu'on devait faire. Mais au Congo ici, ça va en termes de sorcellerie. C'est plus la sorcellerie. Ouais. En fait, quand on ne connaît pas, on a tendance à mettre un côté un peu surnaturel à l'inconnu et sans forcément chercher à savoir un peu plus. Et c'est plus le Mwanza. Les gens ils disent que c'est le Mwanza. Mais justement, pour les étudiants qui nous écoutent et auditrices qui nous écoutent, le Mwanza, comment on pourrait le définir du coup en français? Comment on pourrait l'expliquer? C'est-à-dire que c'est une maladie, c'est sûr, mais comme c'est pas tous congolais, il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup de Camerounais qui nous écoutent, Camerounaises et Françaises qui nous écoutent. Comment on pourrait définir ça comment on pourrait l'expliquer en français, le Mwanza du coup? Moi, précisément, je connais pas trop. Ça dépend des différents. Il y a des différents. Les Mwanza, ça se présente dans différents modèles. Il y a des Mwanza qui sont normaux comme ça.
il y a des Mwanza qui coulent de l'eau, comme le pu. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui a le Mwanza. Moi non plus, hein. C'est vrai qu'on en parlait beaucoup, mais jamais vu non plus. Oui, j'ai jamais vu. Donc, de définir comment je connais pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de types de Mwanza. Il y a des Mwanza normales qui se présentent comme le vitiligo. Il y a des Mwanza là où ça coule vraiment de l'eau. Et qui sont même du coup. Il y a même des asticots. Ah ouais. Oui. Et du coup, qui sont douloureux ça, pour le coup. C'est après le praticien. Ah. Oui. Ah oui. Alors là, je pense qu'on pourrait faire une émission là-dessus sans forcément mettre à décharge, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses encore qui passent en Afrique. Alors moi, ce que j'ai connu, je ne sais pas si ça se passe encore actuellement, mais justement quand mes parents se sont rendus compte que la médecine moderne n'est pas m'aider, qu'à un moment donné, mon dermatologue, il prenait l'argent, c'était assez cher. Un jour, il a dit à mes parents, écoutez, j'arrête de prendre votre argent parce que je peux plus, voilà, j'arrive pas à la soigner, ça ne marche pas. Cette histoire, j'avais des séances d'UV. Là, on mettait des UV pour essayer avec un produit pour essayer de réactiver la mélanine, ça ne venait pas, ça ne marchait pas. Ça a duré au moins 2 ans. Et puis finalement, il a dit à mes parents, je n'en peux plus, enfin, je n'y arrive pas. Voilà. Donc du coup, ils sont allés voir les tradipraticiens, les fameuses personnes qui sont censées guérir par des produits naturels plus ou moins cachés, par une science un peu cachée ancestrale. Alors là, je vous dis pas. J'ai eu droit à des... Heureusement, Dieu est grand. On m'a fait des plats, on m'a fait passer dans je ne sais pas quoi, avec des bananes plantées avec une espèce d'huile de je ne sais pas quoi. Je ne sais même pas ce que j'ai avalé. À un moment donné, on m'a dit ne mangez plus tel plat, plus de crevettes, il fallait manger seulement de la viande. J'avais un régime alimentaire, je m'avais pas mon frère, ma soeur manger autre chose. Moi, je mangeais un plat spécial préparé par je ne sais pas quel praticien parce que c'est soi-disant miraculeux pour me guérir. Évidemment, ça n'a pas marché. Mais voilà, c'est fou parce qu'effectivement, quand la médecine moderne, à un moment donné, on te dit ça marche pas, c'est naturel, c'est normal. Moi, je pense que si je suis mère aujourd'hui, si quelqu'un me dit qu'il y a un remède miracle pour aider mon enfant, je vais le faire. Mais en même temps, ces gens-là qui promettent la nuit, qui promettent en disant aux parents ça va marcher, alors que c'est totalement faux, quoi. Mais c'est un vrai marché, c'est un marché, voilà. Du désespoir, clairement. Mais bon, voilà, j'imagine que ça existe encore aujourd'hui. T'entends qu'on parle de praticiens qui soi-disant guérissent le vitiligo. Il y en a encore. Ça fait un moment que je m'approche même plus de ces gens-là. Voilà, non, je ne m'approche même plus. Parce que moi, ils m'ont fait vivre l'enfer. Sincèrement, je ne m'approche même plus de. Quand ils s'approchent, là, madame, bonjour. Ah, vous êtes une belle fille. Il faut que vous vous soignez. Cette maladie-là, vous savez que vous ne pourriez pas vous marier. Vous voyez des choses qui peuvent être malades des gens. Vous ne pourrez pas vous marier, vous ne pouvez pas avoir des enfants. Venez, je vais vous soigner. C'est des histoires à dormir debout, quoi. Moi, j'en ai vécu tellement des choses. J'en ai bu des bouteilles de tisane. Ouais. Plus la poubelle. Oui, je me rappelle de ça. Je suis obligée d'avaler. Oui. Parce que, soi-disant, tu vas trouver une guérison à travers cette tisane. J'en ai plus, moi. Ouais. Ah, sérieux. Donc, je pourrais pas répondre à ça, mais ça fait un moment que moi, je m'approche même plus. Depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai dit, je m'occupe de moi. J'ai essayé de voyager un peu plus partout pour consulter les médecins. Parce que ici, j'étais encore sur la garde de mes grands-parents. J'étais sourde, je pouvais rien faire parce que je travaillais pas. Donc, dès que j'ai commencé à travailler, la première chose que j'ai eu à faire, j'ai pris l'avion, je suis allée au Maroc. Consulter un médecin. Il m'a expliqué, il m'a donné les détails et j'ai compris. Depuis que je suis rentrée, j'ai dit bon, basta. Plus de tradipraticiens, je ne vais même pas les voir devant moi. Sincèrement. Justement, j'avais une question, vous parliez toutes les deux de sorcellerie tout à l'heure. Il y a une question justement de Joël, coucou Joël qui nous écoute, qui dit au fait si la sorcellerie est attachée au vitiligo au Congo, parce que Joël pour l'histoire elle est de la Côte d'Ivoire, elle demande alors quel regard ses parents, donc en l'occurrence peut-être vous deux, vos parents, avaient sur la maladie. Est-ce qu'ils avaient honte que vous ayez le vitiligo? Comment ça s'est passé pour vous?
Donc là, pour le coup, ce serait peut-être les grands-parents, du coup, ou les gens de la famille, parce qu'il y a aussi ça. Nous, on peut bien vivre une histoire, mais Enfin, là, je paraphrase peut-être un peu Joël, désolé ma Joël, mais nous, on peut peut-être bien vivre une situation, ou du moins la vivre comme on peut, et puis, du coup, ce sont nos parents, membres de la famille, qui, par honte, par peur, par crainte, vous font faire des choses complètement dingues, comme en l'occurrence boire 1 litre ou 2 litres de tisane qui pue la poubelle. Est-ce que vous avez eu le sentiment que vos parents avaient honte, du coup, que vous ayez cette maladie? Bon, pour moi, mes parents, je comprends qu'ils m'ont emmené un peu partout. C'était pour trouver la solution. Moi, j'ai compris ça comme ça. Étant petite, ils m'ont emmené un peu partout. C'était pour plus trouver la solution. Bon, c'est ces tradis praticiens qui disaient que c'était de la sorcellerie. C'est un truc qu'on a jeté, je sais pas, un verre de terre, quelque chose comme ça. Donc pour moi, c'était des histoires à dormir. Moi, sérieusement. J'étais petite, faible, je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas réagir. Surtout que j'étais déjà timide de nature. Je suis toujours. Ah, ça se voit pas. On dirait pas. C'est vrai, ça se voit pas. Non. Timide. Oui. On dirait donc, pas. Pour moi, je me disais qu'il fallait juste trouver des solutions. Maintenant, le parti de sorcellerie, c'était ces praticiens qui racontaient des choses à mes parents que c'est dû à la sorcellerie. C'est oncle tel qui a fait ça à votre enfant. Oh là là. C'est oncle tel qui a. Ah là, tu connais comment ça se passe en Afrique ici. Ah là. Ouais. Donc, je te rejoins totalement. Je pense que nos histoires sont très similaires. Plus je l'entends, plus je me dis que c'est vrai. Effectivement, moi, en ce qui me concerne, je pense que les parents ils étaient désespérés, clairement. Voilà, j'ai trouvé une solution. Comme je disais, moi, mon histoire elle a fait particulière parce que moi, je suis devenue blanche d'un coup. Et c'est après que j'ai recommencé à me repigmenter. Voilà, donc c'était assez long, mon histoire avec le vitiligo. Et j'ai vraiment perçu que c'était vraiment plus le désespoir des parents qui voulaient trouver une solution à un remède à cette maladie. Et puis, comme alors moi, la c'était plutôt que de dire que c'est ma mère qui était tellement belle, tellement magnifique, et que c'est à elle qu'on aurait lancé mystiquement une maladie qui est tellement puissante. Voilà. C'était un peu le mythe. Alors, pour une mère, on entend ça en plus, mais même quand on n'y croit pas ces choses-là, et qu'il y a plein de personnes qui vous répètent c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute, je pense que ça a quand même travaillé une maman. C'est pas évident. Et je pense que ma mère a encore plus mal vécu cette situation. Après, mon père s'en fichait, la bonne là. Mais je pense que pour une mère, en plus, quand ta fille aînée vivre ça, c'était difficile. Parce qu'elle m'a toujours raconté quand j'étais petite, avant le vitiligo, je vais avoir 3-4 ans, dans la rue, apparemment, les gens l'arrêtaient pour lui dire oh là là, votre fille, elle est très belle, votre fille. Et c'est vrai que du coup, quand c'est arrivé, de voir la fille que j'étais, disparaître petit à petit, je pense que pour ma mère, c'est peut-être compliqué quand même à gérer au quotidien dans la rue. Elle s'engueulait tout le monde, elle s'arrêtait pour me regarder. Enfin, c'était un peu plus dur. Donc, tout le côté, trouver une solution à tout prix à tout cela. Mais bon, c'est comme ça, on s'en sort. Moi, en fait, à vous entendre, j'ai beaucoup de sympathie pour Ornella, et pour Berthe, forcément. Et je pense que je suis un peu comment dire ça, je vais pas m'autoproclamer la guerrière et tout ça, mais je pense que les gens, je marcherai avec vous, les gens vous regarderont de travers, surtout au Congo. Bon, en France on peut pas parce que je terminerai en prison, je crois. Surtout au Congo, je pense que je leur rentrerai dedans, littéralement. Les gens qui vous toiseraient là, je leur rentrerai dedans parce que c'est difficile, c'est pénible au 21e siècle d'avoir encore en face de nous des gens qui s'arrêtent vous savez qu'au paraître, qu'à l'enveloppe, qui ne cherchent pas à aller un peu plus loin au-delà de ce qu'ils voient. Et moi, les gens comme ça, parfois, ça me sort par les yeux. Après, à la limite, on ne peut pas effectivement être, on peut pas être responsable de ce qu'on produit comme effet aux gens. Mais par contre, les gens se doivent de gérer leurs émotions, de gérer leur manière de réagir, leur comportement. Donc le regard insinueux là, tu regardes mal la personne et tu insistes, et la personne que tu regardes sait que tu regardes comme ça, moi c'est un appel à rentre-moi dedans et je lui donne ce qu'elle veut.
Donc si vraiment je suis avec vous et qu'il y a des gens comme ça qui me regardent de travers, je vais leur donner ce qu'ils veulent parce que honnêtement, je trouve pas ça très comment dire, pas très humain. Après, je peux effectivement comprendre que le manque d'informations joue beaucoup. Là, je me suis un peu documentée pas mal sur le vitiligo en préparation de l'émission entre autres, et même pas que, depuis que je connais, enfin, voilà. J'ai vu au fait qu'il y a une campagne, il y a un site qui s'appelle 25june.org qui essaye de lancer, de faire qu'il y ait une journée internationale, une journée mondiale du vitiligo. Ça fait des années qu'ils essaient depuis 2016 ou 2011, je crois, la première idée a été lancée aux Nations Unies. Après, en 2016, cette plateforme-là insiste sur le fait qu'il faut absolument qu'il y ait une journée mondiale du vitiligo pour justement aider à faire que les gens sachent un peu plus sur cette maladie, pour, on va dire, dédramatiser un peu la chose et pour surtout pousser les lobbyistes là, parce que c'est encore ça, les lobbyistes pharmaceutiques là, les grosses sociétés à trouver, à faire des recherches pour trouver un remède, parce que c'est pas que le remède n'existe pas, il n'est pas encore trouvé parce que les gens ne s'en intéressent pas malheureusement. Et le manque d'intérêt c'est justement dû entre autres au fait qu'il n'y ait pas assez d'informations. Et il y a une pétition qui circule depuis 2016 justement via cette plateforme, je le redis encore, 25june.org, c'est 25 June pour juin en anglais .org, qui est en train de récolter le maximum ouais, c'est ça, des pétitions, enfin, de signatures pour imposer, en guillemets, le fait que, voilà, ici, il y a 1 million, 2 milliards, soyons fous, 3 milliards de personnes qui insistent pour que cette maladie soit reconnue au niveau mondial. Ça va peut-être faire tilt aux lobbyistes et lancer peut-être plus de recherche. Donc, j'invite vraiment toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui vont voir le replay de cette émission, à aller sur ce site et à signer cette pétition. Et moi-même, d'ailleurs, je vais le faire. Hein. Joël, tu nous écoutes, je sais que tu vas déjà le faire où tu es. Je sais que tu dois encore rigoler. Perle, on est là. Dès qu'on raccroche, on le fait aussi. Et puis, on va en trouver chacune 5 personnes de notre entourage qui le feront et ainsi de suite. Ça a l'air de rien, mais il faut qu'on commence à lancer une vraie campagne de sensibilisation là-dessus. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on est quand même aussi un média. Ok, on est un jeune média, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens puissent en savoir un peu plus? Bon, je trouve que l'émission d'aujourd'hui va contribuer à faire que ça soit encore beaucoup plus connu. Mais est-ce que vous avez, vous, personnellement, une idée d'action comme ça qu'on pourrait mettre? Si vous n'avez pas, c'est pas grave, hein, mais bon, moi, je suis dans l'action, moi. Je suis en mode, on parle, mais oui, il faut qu'on fasse aussi quelque chose de concret. Qu'est-ce qu'on peut faire? On appelle le président, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On peut créer une association ici au niveau du Congo pour sensibiliser, informer certaines personnes qui sont atteintes de cette pathologie pour essayer de leur éclaircir certaines choses sur cette pathologie. Parce que tellement que des tradipraticiens, des charlatans racontent des choses, la famille qui raconte, de mettre des choses, que de la négativité dans la tête. Si on crée une association ici, si par exemple vous ramenez les médecins français, bien sûr, pour venir éclaircir sur cette pathologie, ça serait une bonne chose. Notez. Oui, c'est un projet. Non, mais moi, pour ma part, c'est vrai que c'est un projet, effectivement, c'est un projet, j'espère un jour pouvoir y aller, protestation, arrêter. Mais bon, c'est vraiment de mettre ça en route. Le manque d'informations, déjà, je pense qu'en Afrique noire, et plus particulièrement l'Afrique francophone, parce qu'au niveau de l'Afrique anglophone, je pense que ça bouge pas mal. Je regarde des réseaux sociaux, il y a pas mal de plateformes, les sociétés sont regroupées, et l'Afrique francophone, je ne vois rien du tout. Et je pense qu'on est peut-être trop dans le côté, justement, obscurantisme, le côté c'est la sorcellerie, c'est machin, ou alors, puis on va parler, c'est des églises, là, des envoûtements, compagnie. Il n'y a pas que les praticiens qui sont un peu, c'est ça, il y a aussi les pseudo-pasteurs, là, qui te désenvoûtent à des ordinateurs, par exemple, t'as le démon, je sais pas quoi, voilà. C'est eux qui sont le démon, oui. C'est fou, ça, quand même, hein. Donc, déjà, sur l'information, je pense que les gens qui rentrent dans la rue, ils veulent dire de travers, c'est ça. Ouais. Informer, en parler. Alors, justement, en parler. Est-ce que tu as le sentiment que je sais qu'Emmanuel, là, Winnie Arnaud,
Arlo, pardon, Winnie Arlo, a changé quelque chose pour les personnes qui ont une Ah, le mannequin, ouais. Le mannequin, Winnie Arlo, qui est moins célèbre, hein, elle est magnifique cette femme d'ailleurs, magnifique. Bien sûr. Chez moi, il a changé. Il m'a apporté 2 points sur mon relooking. Oui. Et ouais. C'était certaines tenues que je ne mettais pas. Ça faisait déjà un moment quand j'avais pas mon vitiligo au niveau de mes genoux. Quand j'étais encore plus jeune, je mettais des jupes. Mais quand ça a pris au niveau de mes genoux, je ne portais plus les jupes. J'étais maintenant plus avec des robes, des pantalons. Mais le jour que j'ai vu Winnie, j'ai dit waouh! Ça, je dois tout changer dans moi. Et j'ai changé ma manière de m'habiller. Je mets maintenant des jupes. Je porte des culottes. J'ai la chair de poule. Je sors avec. Tu peux pas m'envoyer une photo que je regarde ça, que je la mette en fond d'écran, s'il te plaît, sur mon profil? S'il te plaît! Mais c'est vrai, mais c'est important. Ça a l'air de rien, mais c'est important. Je pense à la petite fille qui un jour verra cette émission, qui en ce moment traverse ce que vous avez traversé il y a 15 ans et qui est en ce moment en train de vivre ça. Parce que Winnie Arnaud, là, ou Winnie machin, excusez-moi, mais elle la connaît peut-être pas. Mais vous, elle va peut-être vous connaître à travers justement la radio. Et là, il y a Joël qui rétorque, parce que là, je regarde également le réseau social, je l'apprends également là en lisant Joël. Le Premier ministre français, Édouard Philippe, que je trouve magnifique, a récemment déclaré qu'il était atteint de vitiligo. Ça, je ne savais pas. Parce que pendant longtemps, on lui disait la barbe, machin, vous savez, le côté blanc, la barbe, machin, là, c'est noir et compagnie. Beaucoup disaient, oui, il y a eu beaucoup de réflexions dessus. Il l'aurait déclaré là. Donc, Joël, tu nous apprends quelque chose. Donc, moi, et dans mon cerveau un peu de faux folle, on crée l'association, elle va être une association congolaise ou française, on verra bien. Il y aura une antenne au Congo. On va appeler notre cher Édouard Philippe, s'il nous entend un jour. Venez nous représenter, entre guillemets. Venez. Non mais soyons fous, pourquoi pas? C'est pas impossible. Commençons à faire les choses, concrètement. Ce serait dingue. C'est incroyable. Et mon maquillage, ma maquilleuse, elle avait l'habitude de me camoufler au niveau de... Bon, j'en avais pas au nez, hein. Depuis un moment, on en a même parlé avec Anna, depuis un moment, j'en ai au niveau du nez. J'en avais pas ici, mais j'en avais quelque part. Donc, quand elle me maquillait, elle me faisait du camouflage. Elle me dit d'abord un fond de teint, après un autre fond de teint, et ça m'a camouflé. Et tu l'as virée, du coup, la maquilleuse là. Au revoir. Non, je l'ai pas virée. Non, j'ai pas viré. Mais il faut la virer quand même. Là, c'est fou. Le jour où j'ai vu Winnie, j'ai dit waouh, pourquoi je vais pas me maquiller comme ça? Et du coup, j'ai commencé à mettre le fond de teint juste les parties noires. Et là, je les garde comme ça. Ouais. Tu vois, là, je me suis même maquillée. Tu vois, j'ai mis du tiré et c'est tout. J'ai pas mis du fond du teint. J'ai pas mis de fond de teint, pardon. Donc depuis là, je me maquille comme ça. Je me camoufle plus. Donc quand j'arrive, moi, j'ai dit non. Je me mets le fond de teint sur les parties noires. Je laisse mon vitiligo comme ça. Je suis belle avec. Oh là là, c'est puissant, c'est fort ce que vous dites. Non mais, vous rigolez, mais vous vous rendez pas compte, hein. Non mais c'est vrai, enfin, vous vous rendez pas compte. Après, il ne s'agit pas de comparer les douleurs, les différences dures de la vie physique, pas qu'on rencontre chacun, mais quand j'entends moi certaines personnes se plaindre des choses qui sont possibles d'être changées, peut-être en un claquement de doigts, mais presque, j'ai envie de leur dire, chut quoi, please, assieds-toi, relativise, il y a pire dans la vie. Il y a toujours pire. C'est vrai qu'il y a toujours mieux, mais il y a pire. Apprendre à relativiser. Et vous entendre parler comme ça, vous regardez, c'est pas de la comédie, vous entendre rire, parler de ça. Et je sais pas si c'est un tic de langage. Ornella, tu dis mon vitiligo. Tu te l'es approprié. C'est fort ça. Je sais pas si les littéraires qui nous écoutent comprennent ce que je veux dire par là, mais
c'est fort, mon vitiligo. Winnie, elle a le sien, c'est son vitiligo à elle, et toi, tu as le tien. Et je reste quand même persuadée que ta maquilleuse, il faut la virer. Enfin, je dis ça, je dis rien après. Non, mais tu peux me dire, moi, pour maquiller maintenant seule à la maison, j'ai tout acheté. Hein. Ah, ben voilà. Ah là là. J'apprends à me maquiller toute seule. Ouais. C'est ce qu'il faut. Non, mais c'est. Peut-être que je me virais tout le monde, mais c'est pas trop le grand. Non, mais bon, je dis ça comme ça, c'est-à-dire que. Ouais, bon, c'est vrai que je suis peut-être un peu trop. Voilà. Je pense qu'on sent bien faire tout ce qu'on peut. Anecdote, il y a quelques années, peut-être. Alors, il y a 5 ans, je passais mon vie, peut-être pas 4 ans, je sais plus. Donc, moi, avec du soleil, ma peau naturelle revient. Donc, j'ai des taches noires qui réapparaissent au niveau du visage. Vraiment, au niveau des pommettes et tout ça. Et j'avais pas mal de taches cette année-là. J'étais à un moment de. Caméra. Et après, j'ai vu les photos et machin, je lui ai demandé sur les photos d'enlever les taches au visage. Je lui ai dit, mais pourquoi t'as fait ça? Est-ce qu'en enlevant les taches là sous la photo, est-ce que mes taches à moi, en vrai, elles sont parties? Elle sait pas quoi dire. Hein. J'ai dit, mais voilà, on parle de ça il y a 3-4 ans, c'est pas comme si on parlait de ça il y a. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui pensent que être différente, avoir quelque chose de différent, c'est forcément mal, c'est vraiment moche. Voilà. Comme de la beauté. Et c'est ce que nous sommes. Dans telle case, carré, rectangle, parent, machin, c'est pas parce que tu as décidé que ça c'était moche que c'est moche. Bah oui. C'est pas toi qui as décidé si je suis moche avec mes taches ou pas. Enfin, c'est quoi. Et puis la cousine, elle a intérêt à être un canon, hein. N'importe quoi. C'est une autre histoire, hein. Non, mais enfin. Mais juste pour dire encore que ça reste très présent dans l'imaginaire des gens qu'il faut être comme si, voilà, rentrer dans la bonne case, dans machin, non. Bah non, c'est pas comme ça la vie. Ça marche pas comme ça la vie. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. C'est vrai, j'adore ce genre d'initiative, justement, de parler à cœur ouvert des choses qui peuvent parfois être très difficiles à vivre, ou du moins qui l'ont été, qui le sont encore peut-être un peu, mais pas avec la même intensité qu'avant. Et pouvoir l'on parler comme ça entre femmes, à une radio, à 1h, voilà, le dimanche, on est posé tranquillou. Je crois que c'est important, ça a peut-être l'air de rien comme ça, mais moi ça me touche vachement que vous ayez, en tout cas on est là, que tu aies pris vraiment de ton temps pour en parler. Et de toute façon après on va parler d'autres choses aussi, hein, on va sûrement t'inviter encore à d'autres émissions pour parler d'autres choses, peut-être de la partie peut-être beaucoup plus coquine de parlant des mecs et tout ça. Bon, j'arrête. D'accord, j'arrête. Mais bon, c'est important, mais je garde aussi l'idée en tête, hein, d'une association. Ce serait génial. Ce serait vraiment génial que tu la crées, Perle, ou que tu la crées Ornella, ou que vous la créiez à deux. Soyons folles plutôt, pourquoi pas. Faire ensemble, c'est toujours mieux que de faire séparément. Ce serait vraiment génial, quoi. Moi, je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau de pouvoir parler de choses qui peuvent être très difficiles avec une certaine aisance et ouverture d'esprit. C'est très beau. En tout cas, bravo les filles. Pour voir que je dis quelque chose de sérieux et que je suis pas machin, ça y est. Ok. Non, on touche à rien. Moi, j'avais une question un peu pour Géraldine. Dis-moi, est-ce que le fait d'avoir vitiligo, tu as un sentiment que ça des qualités en toi que ça peut faire naître au niveau de ta personnalité? Est-ce qu'il y a des choses qui positivement en fait, qui t'auraient influencé par rapport au fait d'avoir vitiligo, qui t'auraient vraiment rendu un peu différente et qui auraient un peu changé ta personnalité par rapport au vitiligo? Non, reformez devant ta question, je n'ai pas bien saisi. Alors, je me demandais, est-ce que le fait d'avoir vitiligo aurait changé quelque chose en toi? Ça va apporter quelque chose de positif au niveau de ta personnalité? Est-ce qu'il y a un trait de caractère en toi, genre que tu dis de toi, dans ton entourage, tes amis, que tu penses qu'il serait lié au vitiligo? Non. Ça n'a pas vraiment changé quelque chose en moi. D'accord.
j'ai dit toujours la même, hein, depuis que je suis petite, je suis généreuse, je suis modeste. D'accord. Ce que j'ai hérité de mes parents, bien sûr. Oui. Ça, effectivement. Voilà, après, je vois que, effectivement, donc tant mieux, parce que j'aurais pu changer aussi, en bien ou en mal, un peu, enfin, voilà. Ce qui est bien, c'est quand on ne sent pas écrit. Ouais. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens, en fait, qui ont des problèmes, graves ou moins graves. Une fois de plus, on n'est pas là pour juger ce qui est grave, pas grave pour les uns et les autres. Chacun de nous, comme on dit, va bien sa porte. Mais souvent, les gens, ils se plaignent, tout ça, et des fois, ils sont écrits par la vie. Tu vas dire, oh, mais pourquoi moi je vis ça, pourquoi je souffre de ça, pourquoi j'aurais cette croix à porter. Et finalement, on te voit, on ne te sent pas écrit, on te sent comme tu ris, tu es joyeuse. Et moi, je trouve ça, c'est très fort. C'est très très fort. Et je pense que tout le monde devrait le voir, tout le monde devrait l'entendre, et tu fais go ou pas. Vraiment se dire, dans la vie, on peut être mal, et puis avancer quand même. Raison de plus pour les personnes qui sont, en guillemets, pas différentes physiquement, qu'elles se calment un peu au niveau des plaintes, quoi. Non, mais c'est vrai. Non, mais à un moment, il faut arrêter, surtout qu'on est en France. Je suis désolée. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais rien n'est facile, ma chérie. Pour personne. Rien n'est facile. Elle est trop dure. Je ne suis pas dure. Tu peux te mettre là, conseiller quelqu'un. À conseiller aujourd'hui, à conseiller demain, après-demain. La personne est toujours là. Attends. Tu fais comment? Je les fuis. Bah, vous m'avez demandé si je fais comment? Je les fuis. Parce que honnêtement, on me dit toujours, oui, je suis une dame. C'est un processus, hein, devenir aussi radical, ou en tout cas, ce que j'en pense que je suis radicale. Parce que sur du long terme, des personnes qui passent leur temps à se plaindre, pas qu'elles font exprès, c'est qu'elles n'ont même plus conscience qu'elles se plaignent tout le temps. Et quand elles le font, elles peuvent vous entraîner dans leur mal-être. Toi, tu as encore un peu, tu sais, de sortir la tête de haut, malgré tes problèmes, à garder le sourire, à avancer droit, à filer droit, parce que tu dis que demain est un nouveau jour, ça ira mieux demain. Et tu as une gugus derrière qui va te dire, non, viens, reste avec moi là, demain c'est pas bien, hein, demain c'est encore plus noir. Excuse-moi, attends d'abord que moi j'aille d'abord mieux. Si on peut pas aller mieux ensemble, et on fait le process ensemble, d'aller mieux un peu chaque jour ensemble, moi je te laisse d'abord, reste dans ton truc. Laisse-moi d'abord voir. Alors, je vais prendre une anecdote toute bête. Hein. C'est comme celle qui se nage. Vous savez, quand on nage, là, moi, après, j'ai appris à nager en France. Nager, là. On a toujours dit, quand quelqu'un est en train de ne sait pas nager, en train de couler, si tu veux l'aider, et qu'en voulant l'aider, tu coules aussi, excuse-moi, hein, je ne vais pas pleurer ta mort. Hein. Parce que c'est... Non, mais c'est vrai. Les maîtres nageurs disent... Je pense qu'il le dit, enfin, j'ai lu ça quelque part. Quand quelqu'un essaie n'arrive pas à bien nager, il peut t'entraîner dans sa noyade avec si tu n'es pas bien, si tu n'arrives pas à bien savoir comment l'attraper, à faire les gestes de secours qu'il faut pour pouvoir l'aider à reprendre surface, à remonter à la surface, elle t'emmène avec toi. C'est le même principe. Moi, je veux bien être maître nageur, je veux bien apprendre les bons gestes pour t'aider. Mais encore, faut-il que tu me laisses t'aider. Si dans mon envie, dans ma volonté de t'aider, tu m'embarques avec toi, excuse-moi, non. Donc dans la vie, je suis désolée, on a tous des problèmes, à des intensités différentes, certes, mais on a tous des problèmes. Il y en a qui choisissent de faire avec et d'avancer malgré les problèmes, et puis demain, ça va un peu mieux chaque jour. Il y en a qui se complaisent dans ça, ils adorent être, oh là là, j'ai des problèmes, venez me dire que j'ai des problèmes, venez me plaindre, oh la pauvre, j'ai des problèmes. Stop! Tu as des problèmes, tu as mal à des problèmes, ok ma chérie, je respecte ça, mais respecte aussi le fait que moi, avec mes problèmes, j'essaie d'avancer. Et vous, aujourd'hui, mesdames, je suis désolée, c'est ce que vous faites. C'est un message fort que vous envoyez. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le prends. C'est que monsieur plaignent là, elles n'ont pas... vraiment, plaignez-vous. Mais loin de moi, moi, je vous fuis. Non, mais c'est pas faux en soi. C'est pas faux en soi, même si c'est pas aussi radical. Mais c'est vrai que... on en a fait parler sur le TikTok, la force intérieure. C'est vrai que... voilà. Choisir d'être positif, de dire à un moment donné j'arrête de me morfondre, c'est un choix, c'est un vrai choix de vie. Voilà, je pense que tu me rejoins. C'est un vrai choix de vie d'arrêter de croire du noir. C'est ok, c'est pas facile, mais à un moment donné, quand on a choisi,
tenir le cap, des fois, c'est pas toujours évident. Et avoir des personnes qui de temps en temps te font un peu basculer sur le côté, là, c'est pas toujours agréable, effectivement. Et puis, j'adore, on l'a pas, mais la tête que fait Linda, je vous dis même pas. Et ça, c'est typique des femmes. C'est typique des femmes en général. Et moi, j'adore Je Focus pour ça. On a tous on a toutes effectivement nos personnalités. Et moi, même si je passe toujours pour la fille radicale qui crache machin, au final, on dit la même chose avec plus de douceur. Vous, certes, mais moi, je prends plus trop de pincettes parce que j'en ai trop pris pendant trop longtemps. Ça me fait perdre du temps de prendre des pincettes. Droit au but. Il y en a qui aiment bien ça, donc c'est tant mieux. Au moins, c'est cash, c'est direct. Il y en a que ça bloque un peu. Je peux le comprendre, je peux le concevoir, je le respecte. Mais il n'empêche qu'on a toutes nos personnalités. Et on est, au final, d'accord sur le fait que c'est difficile, mais c'est pas impossible à surmonter. Et il vaut mieux s'entourer des personnes avec qui avancer et sûrement positive que de s'entourer des personnes négatives. Parce que parfois, elles n'ont même pas conscience qu'elles sont négatives. Et quand tu leur dis qu'elles sont négatives, tu passes pour la méchante. Anyway, j'assume que je suis la méchante. Il n'empêche que j'ai envie d'être positive et de continuer dans ma positivité. À continuer mon petit chemin avec ceux qui sont positifs aussi. Et après, ensemble, on pourra aller aider celles qui le sont un peu moins, sans prétention aucune, pour rappeler un peu la belle phrase d'Arlénie qu'elle aime beaucoup dire. Mais bon, bref. Je crois que... J'arrête. Bon, revenons à nos moutons, parce que on a lâché Linda là, mais bon, c'est parce que tu dis que tu as raison, voilà. Mais non, effectivement, tu as raison, voilà. Pas pour avoir raison. Moi, c'est un éloge que je fais pour vous, là. C'est pas pour avoir raison, c'est pour... Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Bien sûr. Une autre question? Moi, une autre question? Ouais. Bah non, sinon on va rester là jusqu'à demain. C'est pas, j'en ai peur, mais c'est pas pour monopoliser la parole. Alors, vas-y. Non, mais moi, j'aurais... T'en as plus dans ton tiroir là? Ah si, j'en ai plein, mais si je continue, on va rester là jusqu'à demain matin, hein. On peut pas, non, Perle, je t'en prie, vas-y. Bon, moi, je répondais à Géraldine, est-ce qu'elle aurait des conseils à donner aux personnes qui ont des petits trucs comme ça qu'elle conseillerait? Je dirais à mes frères et sœurs qui sont atteints de cette pathologie de ne pas mettre un blocus dans leur tête. La première chose à faire, la première clé, s'il faut que je dise, c'est de s'accepter, s'assumer. Qui vivent pleinement leur vie. Qui essaient vraiment de faire un effort. Et de... Comment je peux dire ça? Je sais que peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas chrétiens, mais qui essaient quand même d'accepter un Seigneur dans leur vie. Ça va aussi beaucoup les aider. Lire la parole de Dieu, écouter les prédications, ça va. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup fortifié. À travers ma grande sœur Emmanuelle, que je fais un coucou en passant. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Emmanuelle. Elle m'a beaucoup aidée, ma grande sœur. Par des versets bibliques, par des prédications. Et moi-même, quand je suis devant la maison, je prends la Bible, je lis, je découvre beaucoup de choses dans la Bible. En tout cas, je leur dirais d'accepter le Seigneur d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, de s'appliquer à lire la parole de Dieu et de vivre pleinement leur vie. Voilà. C'est comme ça que je peux leur donner comme conseil. Alors, on peut donner des conseils sages, effectivement. Le côté spiritualité, je pense que ça joue forcément. Comme tu l'as dit, on comprend Dieu ou pas, qu'on soit chrétien ou pas. Après, chacun se vit un peu sa vie comme il le veut. Mais c'est vrai que quand comme ça, on a une différence, on a quelque chose en nous, pas forcément même des gens qui sont malades, je pense en avoir beaucoup dans les hôpitaux ailleurs. La spiritualité, à un moment donné, elle prend beaucoup le dessus parce que c'est ce qui nous reste au fond de nous. Qu'on est seul avec nous-mêmes, qu'on est seul avec nos problèmes, avec nos angoisses, nos peurs. C'est ce qui, quelque part, peut nous aider à trouver une ressource en nous pour aller de l'avant.
Il y en a qui vont méditer, il y en a qui vont trouver une manière ou d'une autre de se reconnecter à eux-mêmes pour enfin un peu affronter entre guillemets la vie et puis aller de l'avant. Effectivement, moi, tout à fait, c'est un très beau conseil. Linda, qu'est-ce que t'en penses, toi? Mais moi, j'ai envie de te dire amen, quoi. Enfin, j'ai envie de te dire amen, j'ai envie. Après, toute proportion gardée par rapport à la chrétienté, comme tu dis, à sa foi et tout ça. Mais oui, je pense que c'est un moment quand on a des choses qu'on vit et qu'on n'arrive pas à s'expliquer, c'est réconfortant, je pense, de se dire qu'il y a quelque chose de plus fort. Il y a une espèce de dessin, il y a une espèce de force, après, en yin, yang, peu importe, il y a une force extérieure beaucoup plus grande qui sait pourquoi on vit ça aujourd'hui et en général, on va s'atteler à trouver les raisons pour lesquelles on les vit. Donc c'est important effectivement de se dire, c'est pas grave, j'ai ça, je me réconforte en me disant que ça va aller plus tard et cette force-là m'aide justement à me réconforter. C'est comme une espèce de présence qu'on a en soi et moi je trouve ça très beau, ouais, effectivement. Et le process parce que c'est un process, hein, ça se fait pas, j'imagine que ça se fait pas au jour au lendemain comme ça, on s'accepte et puis ça y est, c'est bon, demain je m'accepte, je porte des mini-jupes, des mini-robes, malgré les vitigos, c'est un process. Étape par étape. Étape par étape. Effectivement. Ouais. Non, c'est beau, enfin, j'arrive pas à te dire ça, je sais, mais c'est beau. Il faut vraiment créer cette association parce que franchement, il faut la créer. Non, mais c'est vrai. Là, on se parle. Ça va faire 1 heure qu'on se parle. Il y aura le replay, certes, mais demain, dimanche prochain, il y a une autre émission et ainsi de suite. Je ne dis pas que ça passera à la trappe, mais une association dont l'objectif est justement de faire vivre l'information, de faire vivre l'idée que cette maladie existe, est beaucoup plus forte que d'avoir une émission un dimanche 15h30 qui passe à la radio The Focus. Pas pour réduire les trucs, vous voyez. C'est déjà un grand pas. Mais ce serait énorme. Ce serait énorme. Oui, déjà un pas énorme. Effectivement, je pense qu'il y a des choses à faire. Ça y est, elle a plus lâché. Elle va plus stresser avec ça. Mais c'est ça, mais j'aime bien quand tu lis dans mes yeux comme ça, Père, mais j'adore. Et mais là, je prends ton numéro aussi, je vais pas te lâcher toi non plus, hein. Je t'enverrai plein de trucs, des articles, des machins, voilà, association. Il n'y a pas de problème. Ah, ben génial. Tu peux prendre le numéro de chez Annabelle. Génial. Je ne manquerai pas. Ah là là. Donc effectivement, ça fait 1 heure qu'on se parle, à peu près 1 heure. Ça passe vite, hein. Ça passe très très vite. Est-ce que vous aurez peut-être un mot de fin pour nos auditrices qui nous écoutent actuellement sur la radio qui est dédiée à la femme, à la mère et à la pro? Un petit mot de fin peut-être? On est là. Ce que tu veux, hein. Tu peux dire un mot, une phrase, c'est comme tu veux. Si tu fais comme tu le sens, c'est comme à la maison ici. Ah, c'est comme à la maison. Ou père. Le mot de la fin, je sais pas si j'ai un beaucoup de réfléchir, peut-être après un petit mois, je sais pas, mais déjà, je voulais remercier l'équipe The Focus d'avoir donné l'opportunité de faire entendre nos voix toutes les deux. Hein, je pars sur ton contre Géraldine, mais c'est un sujet, c'est vrai que atypique, certes, parce qu'on parle de la femme, de la mère, de la peau, mais effectivement, le vitiligo touche un petit pourcentage de la population, mais ça fait partie de ces maladies visibles, de ces maladies qui, pour se construire, mine de rien, demandent beaucoup de force intérieure, beaucoup de courage, beaucoup de résilience. Ça n'a pas l'air comme ça, mais quand on doit vivre au quotidien avec le regard des autres, pointer du doigt tous les jours parce qu'on est différents, parce que nous, même en faisant attention, en se disant, sans pas attention justement, à un moment donné, il y a une personne qui te rappelle en disant, mais en fait, toi, t'es pas comme les autres, on cherche toujours à te mettre dans une case, bref, voilà. Ce genre de question, c'est un grand merci. C'est toujours ça de prix pour faire parler de la maladie, toujours ça de prix pour faire un petit coucou à la petite jeune fille qui nous entend quelque part, au petit garçon qui se demande ce qui lui arrive, qui est différent, et la jeune femme qui, à un moment donné, est crispée, pense au suicide, parce qu'il faut le dire clairement, je passais par là, je pense que Géraldine a aussi un peu évoqué, à un moment donné, tu penses que ta vie ne faut pas être vécue, donc de lui dire non, stop, au contraire, tu es différente, mais tu n'es pas que cela, tu peux être autre chose, tu peux faire ce que tu veux de ta vie, et au contraire, viens, on est là, s'il y a besoin, mais il faut absolument pas lâcher. Mais c'est dur de passer après ça. Non, mais moi, j'ai pas de mots, hein.
Moi, j'ai pas de mot de fin, je dis rien. Bah. T'as tout dit avec l'éloquence qu'il faut et tout. Et non, moi, je ne dis rien du tout. Ornella, je sais pas si là tu veux dire quelque chose, mais moi, je ne dis rien. Enfin, c'est beau ce que tu viens de dire en plus. C'est ta cadeau. Un tout petit peu. Bon, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité dans votre émission. On s'est partagé de donner la force à des personnes qui n'arrivent pas à s'assumer, qui n'arrivent pas à s'accepter, qui se donnent la part intérieure, d'essayer d'avancer. Et oh là là. Ouais. Ah là, je suis bloquée là. Il y a beaucoup d'émotions. Non, mais parfois le silence dit beaucoup de choses aussi, hein, donc. Oui. Ouais. En tout cas, un grand merci d'avoir répondu présente. En tout cas. Il n'y a pas de problème. C'est toujours un plaisir. Prochainement, si vous voulez prendre notre émission, je suis partante. Ah, c'est pas comme dans le radio sourd, ça. Hein. Parce que moi, j'ai plein de sujets déjà à proposer à l'équipe. Effectivement. C'est noté. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir rendre l'antenne pour le programme du coup habituel, pour que les auditrices qui sont actuellement connectées à la radio continuent à écouter la suite du programme. Et on va, moi je vous remercie à toutes les deux de votre temps, et merci à toutes les personnes qui sont de plus en plus nombreuses à nous écouter, et à celles qui attendront le replay. C'est dans 48 heures, l'équipe de radio va faire le nécessaire pour que le replay soit disponible au plus tard lundi soir ou mardi. Et donc on vous dit merci encore et bon après-midi en notre compagnie sur la radio web The Focus, dédiée à l'univers de la femme, de la mère et de la pro. Merci, au revoir à toutes.